Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast du Rochette Show. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel dans un cadre exceptionnel. Nous sommes dans l'académie de Marcos Baghdatis. Et aujourd'hui, Pablo Andújar, un de mes Espagnols préférés, puisqu'en plus, il parle français. Comment ça, Pablo? Parce que, bon, j'ai eu une relation avec des Français, avec des Belges. J'ai eu un coach aussi français, Hmm. Laurent Raymond, qui m'a aidé pendant ma Laurent carrière. Raymond t'a aidé. Ah, Ouais, ça, ouais, je savais ouais, pas du ouais, tout. ouais, ouais. Donc, et bien sûr, à l'école, j'ai appris comme Hmm. ça. Et puis, j'ai commencé à parler. Et bon, j'aime un peu, Hmm. j'aime la culture française. Hmm. J'ai des amis. Et donc, c'est pour ça que à chaque fois que j'entends parler Hmm. français, j'essaye toujours Hmm. d'apprendre et de parler. Il n'y a pas beaucoup de joueurs espagnols qui parlent français. Donc, tu t'appelles Pablo Andújar Alba. Tu es né le 23 janvier 1986. Ton meilleur classement, c'était en juillet 2015, 32e place mondiale. Tu vis aujourd'hui à Valence. Tu es marié, papa de 3 garçons et une fille. Tu travailles actuellement pour l'ATP. Ton travail, c'est les relations avec les joueurs. Mais justement, explique-nous ton job à l'ATP. Qu'est-ce que c'est en fait la relation avec les joueurs? Qu'est-ce que tu fais en fait maintenant? Bon, c'est pas exactement la relation avec les joueurs, c'est les représenter. Mhm. Et quand tu votes sur le board, qu'on va Mhm. dire, c'est enfin, les moments ou les situations où les décisions sont prises. Mm. Et l'ATP, c'est 50% pour les joueurs, 50% pour les tournois. Mhm. Et ben moi, je représente les joueurs. Ok. Et donc, voilà, après ça, il y a quelqu'un qui s'occupe de Player Relations, qui a aussi la communication entre nous, comme board reps, et les joueurs. Les C'est Joao joueurs, Souza qui fait ça. c'est Joao qui le Mm. fait, c'est les tour managers qui le font, Mm. et c'est aussi Fernando Sanchez qui est au-dessus de Joao. Et voilà, c'est comme ça qu'on se communique entre nous. D'ailleurs, tu m'as dit quelque chose en off qui est très drôle. À table l'autre jour, tu m'as dit qu'on t'appelait parfois le communiste. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on t'appelle comme ça et Bon, quelle est ta vision bon, du circuit, parce que justement? mon premier objectif quand je suis venu au bord de l'ATP, c'était de faire gagner de l'argent au top 200, 230, 250 Mm. joueurs. Donc, toutes les décisions que j'essaye, Mm. où j'ai vote, où j'ai prends, tous les votes que j'ai peux essayer d'aider Mm. à ces types de joueurs, bah, c'est moi qui est là, qui fait les débats, je donne Mm. mes explications de pourquoi. Et bon, je pense que depuis que je suis dans le board de l'ATP, c'est vrai on a monté beaucoup l'argent de Challenger Tour. Ouais, c'est assez On a impressionnant. fait on a fait une deuxième pension pour les joueurs qui jouent que le Mm. Challenger Tour. Et on a créé cette chose ce projet qui s'appelle Baseline, qui aide les joueurs qui sont blessés. Mhm. Donc je pense qu'on a fait des choses un peu plus, je ne sais pas si c'est communiste ou social, on va Ah, dire, non, d'essayer c'est un d'aider. terme exagéré de t'appeler Oui, le exactement. communiste. C'est essayer, Tu penses aux joueurs qui sont un peu moins forts. essayer surtout de penser pas seulement aux joueurs de top, pas seulement aux joueurs qu'on connaît et on sait qu'ils drive the business, ça c'est sûr, mais aussi essayer d'aider aux autres. Mm. Mais justement, on en a parlé l'autre jour à table, mais il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui pensent que le tennis est peut-être parfois un peu moins suivi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il est très, très suivi, notamment depuis que ça a des côtés positifs et négatifs, depuis qu'il y a le betting, depuis qu'il y a les parieurs. Toi, quelle est ton opinion, notamment, parce que ça parle pas mal de ça, je trouve, cette année, quelle est ton opinion sur les Masters 1000 sur 12 jours?
Parce que ça, c'est une polémique d'un point de vue, enfin une polémique, c'est un grand mot. D'un point de vue du spectateur, beaucoup disent que c'est trop long. À la fois, plus de joueurs ont des opportunités et de jobs. Toi, quelle est ton opinion par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour les joueurs, le spectacle, la récupération, pour le public? Et c'est une très difficile Hmm, question parce que qui sont les joueurs, non? hmm, Qui hmm, sont les joueurs? Peut-être que quand tu parles avec un top 10, il te dit qu'il n'aime pas hmm, ce type de tournois parce que c'est trop long. hmm, Parce que vraiment, c'est eux qui vont rester les plus de temps possible. Mais c'est aussi vrai, comme tu as très bien dit, que les joueurs, moi, un mec comme moi qui était 60e mondial, un peu plus quand même. 50e, qui parfois ne pouvaient pas jouer le tableau final d'un Master Tu 1000. jouais les qualifications. Et moi, je jouais les qualifications et je sentais que moi, j'étais parti de top level de le sport. Hmm, Mais moi, je jouais les qualifs. hmm, Donc ça, il a donné aussi l'option de jouer à ces types de joueurs hmm, directement les tableaux. hmm, Et pas seulement ça, aussi un mec qui était 130, 140, il ne pouvait pas hmm, jouer les qualifs. Maintenant, il peut jouer les qualifs. Donc ça a donné des opportunités aussi à ces types de joueurs. Et ça a donné aussi un modèle de changement de profit sharing avec les joueurs, où les joueurs font partie du business du tournoi. hmm, Donc ça aussi, ça vient avec une ouverture hmm, de la partie du business hmm, du tournoi, donc de la PNL hmm, de chaque tournoi. Donc il faut voir un peu le contexte et l'historique de pourquoi hmm. l'ATP a fait ça. C'est vrai que, comme tu as dit, pour les fans parfois et pour les joueurs, le top, parfois aussi, ils ne s'aiment pas. Donc c'est avec ça, avec il faut les entendre et voir si il y a la possibilité de changer les choses pour essayer que tout, Que tout le tout monde le soit monde content. Ouais. soit le plus content possible. Voilà. Là, on est dans un cadre avec Technifibre et Lacoste. Avant qu'on parle de toi, on est avec Technifibre Lacoste dans l'académie de Marcos, Bagdatis, en Chypre. C'est un endroit, vous pouvez voir, hein, extraordinaire, terrain tout bleu, il fait beau. On est, je le rappelle, le 14 ou 15 décembre, donc ça va, ça se passe bien ici. Quand tu vois des jeunes comme ça, qu'est-ce que ça t'inspire? On a on a 6-8 joueurs ici qui jouent très bien. On est quand même sur des joueurs entre 11 et 14 ans qui jouent bien. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, qui est le plus essentiel, le plus important chez des joueurs de moins de 14 ans, moins de 12 ans à développer? Et est-ce que tu penses que beaucoup jouer, c'est important ou justement, il faut privilégier autre chose? Ouais, moi, je viens d'une mentalité où moi, j'ai appris à jouer au tennis parce que j'avais des amis dans mon club qui faisaient que moi, je jouais au tennis. Mais ce n'était pas parce que je voulais être Hmm, un joueur de tennis. hmm, Après, quand j'ai commencé à améliorer, enfin, j'ai toujours voulu après devenir joueur hmm, de tennis. Maintenant, on voit que les petits deviennent professionnels hmm, déjà quand ils ont 12, 10, 14 ans. Et je pense que ça, c'est bien, ok. Je peux comprendre que tout est plus professionnel, on a plus d'informations, mais il faut penser toujours à, au petit, à la vie, hmm, la prochaine vie du petit. hmm, Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que une chose, c'est la vie que les parents ou l'entourage veut qu'il fasse. Et une autre chose, c'est la vie qu'il veut. hmm. Et parfois, on voit l'entourage qui, on dit, Pousse, qui pousse, pousse, ouais. pousse un peu trop.
Et la première demande qu'il faut faire, c'est est-ce que toi, tu as 12 ans, 14 ans, est-ce que toi, tu veux devenir joueur de tennis? À partir de ça, tu racontes l'histoire, enfin, de la vie d'un tennisman où tu es tout seul, où il y a des moments où tu es un peu déçu ou un peu avec une petite dépression parce que tu ne gagnes pas des matchs. Et comme je te disais avant, de 32 joueurs qui vont jouer, il y a 31 qui perdent. Donc ça, c'est dur à gérer. Et ça, il faut vraiment vouloir devenir un joueur de tennis pour digérer ça. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est, OK, professionnel, si, mais combien d'heures tu veux mettre au petit jouer et combien de répétitions et combien il va avoir de temps. Si il veut être tennisman ou tenniswoman, il va avoir de temps pour plus vouloir jouer au tennis. Donc ça, si on peut le maintenir avec cette émotion jusqu'à le plus tard possible, ça va venir si tu ne le mets pas dans les terrains beaucoup de temps chaque jour. Et je pense que c'est très important avoir ça dans la tête parce que parfois on voit des joueurs top, très forts, mais qui sont pas heureux et qui ont une vie mauvaise. Ouais. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est les succès aussi dans la vie. Et ça, je pense que c'est très important. Ouais. Merci Pablo de parler de ça, parce que je pense que c'est un sujet très important pour les parents. Tu vois, le fait que tu parles de temps en temps, demander à l'enfant, est-ce que tu veux jouer? Est-ce que tu aimes toujours autant ça? Est-ce que tu es heureuse ou heureux de faire les heures? Pour moi, c'est essentiel. Comme tu dis, je trouve qu'il y a trop d'enfants qui jouent beaucoup trop. Tu parlais, quand on a fait le Q&A avec les kids ici, tu disais que si tu devais recommencer, tu avais dit que tu penses que tu jouerais moins, mais que tu ferais plus de qualité. Ouais, Tu vois? complètement. Moi, je viens d'une école, l'école espagnole, qui est très répétitive, qui est très physique, qui est beaucoup de temps passé sur le terrain. Et je pense qu'il faut, avec l'information qu'on a, c'est plutôt la qualité que la quantité. Donc, et ça aide à ce qu'on a parlé avant, c'est d'être moins de temps sur le terrain, mais avec plus de qualité et plus de vraiment attention à ce que tu fais. Non, mais c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour aussi ne pas avoir pour l'enfant un burn-out à 16 ans, 15 Exactement. ans. Parce que si à 15 ans, 16 ans, tu lui dis « Ok, maintenant, il faut faire encore plus », il va te dire « Attends, c'était pas suffisant déjà J'ai déjà fait beaucoup. J'ai fait beaucoup là. Tu m'en Ouais. mets encore plus, mais c'est pas Ouais. possible. » Ouais. Il y a beaucoup Donc, de burn-out. j'essaye toujours, que si les parents me demandent, moi, j'essaye toujours d'expliquer l'expérience que j'ai eue. J'ai étudié et j'ai fait mon examen pour aller à l'université. Donc, j'ai eu le temps aussi pour m'entraîner. Mais la priorité dans ma vie, c'était, grâce à mes parents, c'était l'éducation. C'était toujours d'avoir des autres choses et aussi faire, pourquoi pas, un autre sport. Moi, je jouais au foot. Football sala, foot de salle, je ne sais pas si on dit en Football en français salle, ça. ouais. Football en salle, jusqu'à que j'avais 14 ans. Donc, c'est bien aussi d'avoir et de prendre des autres sports qui vont t'aider après, même dans le tennis. Bien sûr. Ça, j'en parle Et beaucoup qui sur vont, Internet. et qui vont, je pense, hein, c'est l'opinion que j'ai, mais qui vont aussi t'enlever la pression que ça soit toutes tes cartes sont sur le tennis. Ça, c'est dur. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, beaucoup de pression. Tu vois, avec mes parents, moi, j'avais pas le droit de faire du foot. Moi, je voulais jouer au foot aussi. Non, tennis, ça suffit. Ça suffit, il faut que tu joues.
Bon, Ça, c'est dur. c'était mes parents qui m'ont mis la question parce qu'à un moment donné, à 13, 14 ans, et le week-end, c'était foot et tennis. Foot et tennis, à un moment donné, ils ont dit, bon, Bien sûr. basta, L'organisation. Ouais. on veut vivre aussi. Oui, bah, c'est normal. Et c'est normal, non? C'est normal, bien sûr. On va parler de ta carrière maintenant. Ça va être la partie. J'ai un petit quiz pour toi. À ton avis, quel est le lien, le point commun entre tous ces joueurs pour toi? Gilles Simon, Verdasco, Robredo, Federer, Hewitt, Khachanov, Monaco, Melzer, Tisarevic, Cilic, Ferrero, Isner, Sok, Yuzhny, Berdych, Dimitrov, Ferrer, Goffin, Thiem, Nishikori, Fonini. À ton avis, quel est le point commun entre tous ces joueurs? Que j'ai battu, non? Bien sûr, ce sont des joueurs que tu as battus, qui ont été tous au moins une fois Top 10. top 10, exactement, dans le top 10. T'as étudié, hein, Et Laurent? je t'ai dit, hein, hier soir jusqu'à 1h30 du matin. Maintenant que ta carrière est derrière, quand je te donne tous ces noms, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as beaucoup de fierté? Comment tu vois l'ensemble de cette carrière maintenant? L'ensemble de cette carrière, je la vois avec orgueil, non? Bien sûr. Orgueil, dans le sens, pour un Espagnol, l'orgueil, c'est fierté. Fierté, oui. Orgueil, ça se dit pas C'est en ouais, français? c'est autre chose. Orgulloso, on dit en espagnol pour Orgullo, fierté. non? Ouais. Non, fierté. ça se dit. Fierté, Ouais. fierté. Mais j'ai quelque chose que j'ai une petite question de dire dans mon meilleur moment, quand j'avais 29, 30 ans, 29, 2015, et c'était mon meilleur moment. J'avais fait finale à Barcelone, j'avais fait 3e tour à Wimbledon, 3e tour à Roland. J'avais pris beaucoup de points et c'est là où j'ai mon problème au coude. Qu'est-ce qui aurait, Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? qu'est-ce qui se serait passé? Je ne sais pas. Mais la fierté vient pas seulement pour cette partie de ma carrière, mais surtout pour l'autre partie qui est entre 2015 et 2018, j'étais blessé, mais à partir de 2018, sans avoir des points, je finis top 100. On va en parler à la fin, c'est juste une des questions Et que j'ai. donc C'est une année exceptionnelle, 2018, c'est exceptionnel ce que tu as fait. Et ça, je pense, quand tu as déjà un garçon qui a déjà 32 ans, qui est déjà derrière une carrière plus ou moins correcte. Très correct, je te rassure, très correct. Ouais. Avoir l'envie de vouloir dire, bon, je vais jouer, j'ai même joué 2 futurs, de vouloir commencer de zéro. Ça, je pense que c'est la plus de la fierté que j'ai dans ma carrière. Non? Le post-injury. Post-blessure? Le post-blessure de ma carrière. Ouais. S'il y a des mots espagnols, traduction immédiate. Donc je rappelle, ton palmarès, tu as quand même remporté 4 titres en ATP 250. Casablanca en 2011 et en 2012. Gstaad en 2014. Et justement Marrakech en 2018. Victoire contre Kyle Edmund. Tu as fait 5 finales. Bucarest en 2010, Stuttgart en 2011. Bucarest encore en 2011. Le Godot à Barcelone contre Nishikori, où tu bats en demi-finale David Ferrer sur terre battue, 7-6, 6-3, match exceptionnel. Et tu refais une finale à Marrakech en 2019. Ce qui m'a amusé, c'est de voir, quand on regarde ton palmarès, tu as l'air d'avoir une relation spéciale avec le Maroc. Tu as un nombre de titres et de finales au Maroc. Incroyable. Comment tu l'expliques? Je t'ai dit, la théorie que j'ai, c'est que comme moi, je n'étais pas aussi fort que les autres. Marrakech, ça se joue la semaine juste après Miami. Oui. Donc tout le monde, ou bien ne joue pas, ou les mecs qui jouent, ils sont encore en pensant dur. Donc je pense que je les prends. Peut-être que j'ai une meilleure adaptation à eux que eux.
Ça, une chose plus Oui. facile parce que Mhm. c'est la terre, c'est où on a joué toujours. Ça, c'est une chose. Et aussi, moi, j'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup de force. Et les terrains au Maroc, c'est rapide. Oui, c'est Et rapide. Il y moi, a un tout petit peu d'altitude et, à Marrakech. et moi j'aime bien que ça glisse, que la balle glisse. Hmm. Et je pense que ça m'a aidé. Voilà. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu Pablo, allez le voir jouer. Il a des highlights, on va en parler après. Il a notamment un match épique contre Rafa à Rio de Janeiro. Je vous recommande vraiment de regarder ce highlight. Il est sur YouTube. Pablo, c'est un joueur qui est très athlétique, qui a un revers formidable, coup droit extrêmement solide, qui est capable de rentrer beaucoup dans le terrain. Et allez voir, c'était vraiment un très très beau joueur. Et justement, sur le plus beau de tes 4 titres, pour toi, ce serait lequel? Alors, le dernier. Dernier 18. Dernier, sans doute, Je me ouais. doutais. Donc, si on remet le contexte, plusieurs opérations enfin, t'as pas été opéré? Si t'as été 5 fois. 5 fois, t'as été opéré du coup. Ouais, si. T'as eu plusieurs opérations et une blessure lourde. Tu as un ranking protégé, mais tu commences l'année 1694e mondial. Donc, c'est Un point. un Un point. point. Un point à l'époque. Un point ATP. 1er janvier, tu es 1694e mondial. Tu termines l'année 82e mondial. C'est un exploit, mais monumental pour moi. Hein. Je trouve ça beaucoup plus fort, surtout après autant de chirurgie, que de faire de 200 à 50. Ouais. Moi, je trouve que c'est moins difficile que de faire ce que tu as fait. C'est mon opinion. Et justement, la semaine avant Marrakech, il y a un détail très important, c'est que tu remportes le Challenger d'Alicante. Ouais, exactement. Et est-ce que Alicante, ce Challenger, ça a été une clé mentale pour te remettre vraiment dedans, parce que tu avais peu joué, justement. Est-ce que ce titre à Alicante a eu de l'importance pour quand tu es arrivé à Marrakech? Parce que tu as gagné Alicante et la semaine d'après, tu gagnes Marrakech. En 2018, je lui dis à ma femme parce que j'étais pas sûr de pouvoir récupérer le niveau parce que j'avais encore un peu mal. Je lui dis viens en Australie parce que je pense que ça va être le dernier Waouh. année de ma vie. Et je sais jusqu'à mois de février que je commence à avoir un peu moins de mal et je commence à jouer. Et je vais, avec mon classement protégé, il me manquait 5 tournois parce que les autres cas, j'avais déjà Tu avais utilisé consommé déjà? Ah oui. entre 2016 et 2017, j'avais essayé, mais j'allais pas. Tu avais 9 tournois, c'est ça? 9 tournois, Ok. exactement. Donc, je vais à Rio de Janeiro avec mon classement protégé et je gagne un tournoi, un match. Et le lendemain, je joue contre Team, deuxième tour, et c'était 4-2 et je fais un service et j'ai Pecho, le et pectoral. Ouais. j'ai une petite ouais, au pectoral. Mais j'étais super content parce que j'avais gagné un match, surtout En sur ATP 500. un 500, Ouais. c'était 45 points et c'était pour moi, c'était bon, j'ai battu Gerald Melzer qui était top solide. 100 à ces moments. Donc pour moi, c'était super. Moi, j'ai commencé à pleurer comme un fou quand j'ai fini le match. Et là, je me suis dit bon, Pablo, t'es encore c'est pas impossible. Et donc, avec la blessure, j'ai commencé à jouer à Marbella. C'était en 125, la deuxième semaine de Miami. Et j'ai perdu en qualif au premier tour, en Marbella. Mais la semaine d'après, j'ai eu wildcard que Juan Carlos m'a donné Juan Carlos Ferrero. à Villena, dans son académie, juste avant de Marrakech. Et je me suis dit, bon, on y va. Et j'ai gagné le tournoi avec cette wildcard. Et c'est là où je dis, bon, tu vois, tu commences à jouer. Le coup va bien. Les coups va bien. Et surtout, quand tu commences à jouer, un peu la confiance, ça remonte. C'est là où tu gagnes la confiance, quand tu gagnes les matchs. Et j'ai commencé, j'ai continué. Et voilà. Et à Marrakech, j'ai gagné. Et là, peut-être que tu bats en finale. À Kyle Edmund, j'ai joué super bien. Tu lui mets 6-2, 6-2. Super bien. Et là, parce que Kyle, il était top 20 à ce moment, il était très fort. Et là, je dis, moi, je ne suis pas top 100 encore.
Tu es 154e mondial. Exactement. 154e mondial après ces 2 titres. Donc, il me manque encore beaucoup Pour vous pour dire, mon 150 objectif. de 154 mondial à 100 mondial, il y a au moins 250 points, on dirait, à peu Je près. sais pas, Je dirais 200, ouais. 200 points, c'est beaucoup. C'est quand même, beaucoup. Et justement, en fait, cette année-là, ce qui est génial, tu vas chercher le top 100 et donc tu vas chercher ton Open d'Australie sur le tout dernier tournoi de l'année Ouais. à Buenos Aires, qui est un challenger que tu gagnes sur le tout dernier tournoi. Ouais, parce que avant, j'avais déjà gagné entre Oui. Marrakech, j'avais gagné en Italie, Oui, tu as gagné un challenger en à Italie. Firenze, Mm. j'avais gagné un autre, je pense. Mais encore, j'étais 101, 102. Mm. Et on se dit avec mon coach, bon, il faut aller. Tu étais 101e mondial 2 à semaines Buenos Aires. en Amérique du Sud. Et je vais la première à Uruguay et je perds au deuxième tour. Donc encore, tu vois, tu étais stressé parce Ah que... oui. Et la dernière, c'était à Buenos Aires que j'ai gagné le tournoi et super content. J'ai fini 82. Oui. Tu finis, oui, c'est ça, tu finis 82e mondial. Enfin, je trouve que c'est un exploit qui est complètement fou de partir de 1194e mondial. Et Mm. du coup, tu t'offres une deuxième carrière. Une deuxième carrière. Tu t'offres une deuxième Exactement. carrière. On va revenir dessus après. Mais maintenant, j'aimerais te parler des. Parce que tu as joué tous les meilleurs. Tous les meilleurs, tu les as joués dans ta génération. Tu n'as pas joué Sinner Alcaraz, mais tu as joué Murray, Federer, que tu as battu, Djokovic, tu as joué plein de fois. Rafa. Pour toi, qui est le joueur le plus dur que tu n'aies jamais joué? C'est très difficile à savoir, à te dire. Peut-être, ça dépend du moment, ça dépend de la surface. Globalement, tir à la batida, terre, dur. En général, pour toi, quel était le joueur le plus dur à jouer? Parce que tu as joué Djokovic plusieurs fois, tu as joué Nadal plusieurs fois. Je dirais pour mon style de jeu, Djokovic, je pense. Et- Pour mon style de jeu, Djokovic parce que Qu'est-ce qui fait qu'il est dur à jouer? qu'il fait tout beaucoup plus mieux que toi. Donc voilà. Pour moi, il ratait pas, il servait super bien, les retours c'était toujours long. Tu servais et tu avais la balle déjà, donc il te laissait pas. Hmm, Rafa, c'était extraordinaire. hmm, Rafa sur terre, c'était un autre niveau. hmm. Enfin, sur terre, sur dur, hein, mais et je me souviens une fois, je m'entraînais. C'était un entraînement avec Rafa, il m'a battu 6-1, 3-0, un truc comme ça, à Roland. Je me suis dit, cette année, personne ne peut le battre. Et effectivement, il a gagné. Mm. Donc, c'est très compliqué pour moi de te dire qui. Non, je pense que c'est entre ces deux. Bien sûr. Et Et tu nous as parlé de Djokovic quand on mangeait l'autre jour. Et ce fameux match à Indian Wells 2012. ah oui, Tu nous as parlé, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux raconter ce match? Déjà, quand tu arrives sur le terrain, on est sur un Djokovic qui gagne. C'était 2012, 2011, c'était les années où Djokovic commençait à être impossible à jouer. Quand tu rentres sur le terrain, est-ce que tu te dis, c'est possible? Et quel est ton plan de jeu? Quel est le plan tactique? non, moi c'était 4e tour à Indian Wells. Donc, moi, je disais, bon, pour moi, c'était top déjà être au 4e tour. Et j'avais battu quelques bons joueurs. Donc, je dis, bon, je vais. Et je pense que je peux le battre aujourd'hui. Je jouais bien. Et on commence le match. Enfin, l'objectif, c'était de s'amuser. Quand tu joues le numéro 1 mondial, pour moi, c'était déjà vivre l'expérience d'être dans le cours central d'Indian Wells avec plein de gens qui te regardent et contre le numéro 1. Donc, pour moi, c'était génial. Mais bon, je disais pourquoi pas. Et on commence 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. 6-0. 1-0 pour lui. Je sers. Et c'était deuce, égalité, avantage, égalité, avantage. Je dis, C'est si dur, je là. ne gagne pas, Ouais. si c'est 6-0, 2-0 service pour lui, attention, je reviens en vélo chez moi. Et je gagne, je fais les premiers jeux et tout le monde, le pauvre, bien sûr. le pauvre qui commence un peu, non, à lui aider un peu. Hein.
Et je gagne, c'est 7-6. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Tu gagnes 7-6. Qu'est-ce qui a changé par rapport au premier set? Qu'est-ce que tactiquement tu as pu faire, par exemple, pour lui prendre ce set? Je pense qu'il a commencé peut-être à rater un peu plus. Parce que comme il voyait que j'étais là et lui, il était là, peut-être qu'il a descendu un peu. Et moi, j'ai commencé à croire. Mais quand il a voulu faire un peu, il avait hop, Ouais. et basta. Et c'était 6-2 pour lui. Ou 6. Donc, tu vois qu'il est exceptionnel et que quand il veut, il fait. Non? Le coup contre Novak que tu trouves le plus incroyable qu'il est, c'est quoi? C'est son retour? C'est le revers? C'est la Pour moi, trajectoire? C'est le contrôle de balle? pour moi, c'est très difficile avec Novak à dire. Ouais. Je pense que c'est le complet. Hmm. C'est Mais peut-être si on peut dire une chose, peut-être c'est les retours. Les retours, c'est que j'ai senti, c'est que à chaque fois que je servais, les retours venaient super longs et déjà, quand tu touchais, tu servais, tu touchais et la balle était déjà, non? Là. Donc, tu commençais déjà en mode défensif avec lui, même avec ton service. Je pense que ça, c'est... Mais tu ne deviens pas le meilleur joueur au monde avec qu'une seule chose. Bien Je pense sûr. que Ah, c'est sûr. c'est les complets. Et justement, tu as un immense match. J'ai adoré regarder ce highlight contre Rafa, j'en parlais justement avant. À Rio de Janeiro, tu l'as joué 4 fois. Tu l'as joué 3 fois sur terre battue et 1 fois sur dur. Et à Rio de Janeiro, tu passes à ça de le battre. Tu perds 2-6, 6-3, 7-6, 12-10 au tie-break. Tu as eu des balles de match? 2. Tu as 2 balles de match. Déjà, moi je trouve quelqu'un qui peut dire j'ai mis 6-2 à Rafa en match officiel. Déjà, sur terre, déjà, tu fais partie d'une catégorie de gens qui est peu nombreuse sur terre. Pareil, même question que sur Novak. Tu rentres sur le terrain, puisque tu mets 6-2, donc c'est-à-dire que tu crois en toi. Qu'est-ce qui fait que tu crois en toi, tu te dis, c'est possible? Est-ce que c'est ta mentalité en général où tu te dis toujours, je peux y arriver? C'est une force intérieure où tu te dis, voilà, j'ai des qualités, je peux y arriver? Parce que quand tu rentres sur le terrain, sur Rafa, sur terre battue, c'est quand même compliqué. J'étais un joueur beaucoup de sensations. Mhm. Et la semaine de Rio, j'ai joué super bien. Je croyais vraiment que j'allais les battre parce que le jour d'avant, j'avais joué un quart de finale contre Tommy Robredo Hmm. et je l'avais battu 600-600 en jouant Ce qui est- incroyable. C'est exceptionnel de mettre 6-1 C1 à Tommy. Incroyable. Ouais. J'ai joué incroyable, super agressif, super vers l'avant, tout ça. Donc, ce sont des semaines où tu dis, enfin, toi comme joueur, tu le sais, non? Tu as des semaines où tu dis, bof, cette semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai joué super bien. Je me sens super bien. Et j'ai eu la chance de jouer contre Rafa une de ces semaines. Et oui, il m'a battu. Pour moi, si tu me demandes quel a été le meilleur match que tu as joué dans ta vie, pour moi, C'est celui-là. c'est celui-là. Hmm. Et je l'ai perdu. T'imagines comment il est aussi fort, Rafa, comment il a été aussi fort pour qu'un mec qui a été professionnel dit que son meilleur match a été contre Rafa et il l'a perdu. Ça s'appelle l'humilité aussi. Ça, c'est Non, extraordinaire de dire. non, mais c'est de la dire, vérité, ouais, c'est la bien sûr. vérité. Et je suis super fier de dire que j'ai eu un match où j'ai eu mes options de le battre. Et tactiquement, qu'est-ce que tu as mis en place? Quand je regarde le highlight, oh là, tes revers. Rafa qui fait ça, toi, t'arrives avec ta Prince là, tout prenant la balle très tôt, agressif. Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour toi? Comment tu as fait pour lui mettre 6-2? Ben, moi, à chaque fois, c'était deuxième balle, je vais Très et agressif. même je monte à la volée. Hmm. Parce que si on commence à jouer, j'ai rien à faire. Il est plus fort, il se bouge mieux que moi et j'ai rien à faire. Donc il faut détruire un peu. C'est plutôt détruire. Et
Et avec mon coup droit, j'essayais toujours de jouer sous son revers. Comme ça, on était plus ou moins tranquille. Et si je voyais l'option, je vais. T'essayais de je vais jouer ouvert, alto, ouvert. ou haut. Si, Tu joues. tranquille là-bas, ouvrir. Mais Hmm, surtout, si je voyais l'option, hmm, aller en ligne. Et sinon, avec mon revers, jouer sur son coup droit. Comme ça, hmm, c'est aussi les surfaces là-bas, c'est un peu rapide. Donc, hmm. ça m'aidait Pour toi, c'est aussi bien. un peu. Hmm. Tu vois, parce que si c'est un peu plus lente, j'avais Hmm, pas la force que lui il avait. hmm, Et si la balle se ralentisse, là, il lui donnait un peu plus de temps pour hmm, hmm. pouvoir mettre plus. Donc, c'est grâce à ça que j'ai aussi eu l'option d'arriver à 7-6 au troisième. Non, mais c'était surtout de détruire. Et avec mon service, j'ai joué kick sur son revers pour essayer, première, deuxième, pour essayer qu'il ne prenne pas le coup droit. Hmm. Et comme ça, kick sur son revers fort. Et comme ça, je me mets avec mon coup droit et je commence à diriger. Diriger, ouais. Mais tu m'as dit quelque chose de super cool à table encore. On avait pas mal discuté ce soir-là, on avait parlé plus d'une heure. Tu m'as dit que la différence entre Nadal et Djokovic, c'est que tu as eu l'impression qu'il était possible, parfois, avec Nadal, de contrôler un peu le point et de diriger un peu mieux. Alors qu'avec Novak, c'était très compliqué de contrôler le point. Oui, je pense que si, ce sont des styles différents de jeu. Mais je pense que c'est pas que tu diriges. Il aime être dirigé, Ah, ok, parfois. Mais c'est vrai que Rafa, il te laissait un peu plus. Même si quand j'ai joué, parfois j'ai m'entraîné beaucoup avec Rafa, il arrivait à jouer un peu plus agressif. Alors là, tu ne pouvais pas diriger, tu n'avais pas la. Donc Rafa, quand il avait la confiance, il ne te laissait pas non plus. Mais comme il était aussi fort, parfois, même s'il te laissait, parfois il jouait un peu court, il te laissait un peu jouer, même comme ça, il battait les joueurs. Il était aussi fort. Par contre, Novak, c'est la manière qu'il avait de jouer, qu'il a des joueurs, c'est qu'il est toujours comme ça, il ne fait pas des fautes et il ne te laisse pas. C'est toujours. Tu ne peux pas Tu respirer. ne peux pas respirer. Le rythme de jeu, à un moment donné, tu commences à Exploser. à faire des fautes. Ouais, et il fait exploser. Exactement. Ouais, ce sont deux styles extrêmement différents. D'ailleurs, tu m'as dit un truc que j'ai adoré aussi, encore une fois à table, sur ce fameux repas. Tu as dit, avec Rafa, si il fait le coup droit à long de ligne, parallèle, t'es mort. Ouais, parce que s'il arrive, ça, Rafa, il jouait long ligne quand il était vraiment en confiance. Parce que avec son croisé, il faisait beaucoup de mal. Donc, c'est plus Un coureur plus un conservateur. coureur plus conservateur, Mhm. mais qui fait mal déjà. Ouais. Mais si vraiment il avait la chance de jouer long ligne, alors là, tu te dis, bon, il m'amène là. Mais il a un espace comme ça. S'il joue là, j'arrive pas. Mm. Et, Ouais, et parce qu'il c'est faut là quand il défendre en coup avait. droit, et il reprend, Impossible. et après il Non, refait mais une surtout parce derecha. que comme ça, il te met avec le revers là-bas. C'est très difficile. Et là, s'il avait les matchs où tu vois contre Novak, contre Federer, des matchs comme ça, où il commence à jouer long ligne, un coup droit, là, T'es pas bien. t'es pas bien. Ouais. Il y a une immense victoire que tu as eue, c'est contre Roger Federer, 2021. 2021, très bonne année aussi pour toi. Tu as fait de très belles choses en 2021. Le post-Covid, tu as réussi. Roger a 39 ans, pareil, tu le joues à Genève. Donc tu remportes le match 6-4, 4-6, 6-4. Encore une fois la même question. Comment tu rentres sur le terrain? Tu te dis, OK, c'est possible. Roger a 39 ans, je peux. Et quel est ton plan tactique quand on joue un joueur comme Federer? Enfin, moi, la première chose, c'est que j'étais plus tendu le jour d'avant contre l'Australien, il s'appelle comment? Jordan Thompson, que je jouais contre Jordan en sachant que si je le battais,
je jouais Roger que le lendemain contre Roger. Ça d'abord, j'étais moins tendu. Ça, une chose. Et deux, je pense que moi, je me suis dit, bah, aujourd'hui, il faut vraiment enjoy, my friend, enjoy. Aujourd'hui, c'est vrai que j'avais un plan tactique, c'est d'essayer un peu faire première, deuxième aussi sur son revers, parce que avec mon deuxième, je savais qu'il allait, avec son coup droit, m'agresser ou bien monter au filet, c'était difficile. Et puis après, essayer de le faire jouer les plus revers possibles. Ça veut dire jouer l'on ligne parfois avec mon revers pour avoir le... Mais ça, c'était un peu les plans. Mais une chose que ça m'a surpris beaucoup, c'est comment il servait et la première balle après. C'était exceptionnel, comment il le faisait. Donc ça, et surtout, rester dans les moments, point par point, parce que pour moi, Federer, c'est un idole. Donc à chaque fois que je le voyais, j'allais servir et je le voyais, je me disais, putain, je suis en train de jouer contre Roger. Donc ça, c'est exceptionnel avec la super carrière que tu as, que à cet âge-là en plus, en 2021, c'était il y a 4 ans, donc tu avais 35 ans. J'avais entraîné avec lui, mais jamais joué contre dans toute ma carrière. Et pour moi, c'était, putain, je ne vais pas pouvoir le dire à mes enfants ou à mes grands-enfants que j'ai joué contre Roger. Ça, c'est pas possible. Et j'ai eu la chance. Et après, en plus de le battre, bien sûr. Et ça, la tactique, ou on peut parler de ce qu'on veut. La réalité, c'est que Roger, 3 mois après, il s'est retiré. Donc c'est grâce à ça, grâce à que j'ai joué contre un Roger qui n'était pas au top, que je l'ai battu. Je sais très bien, et il faut aussi le mettre en contexte. Bien sûr. Mais justement, ce qui était incroyable sur ce match, c'est que tu es breaké au 3e set. Oui, 4-2. 4-2. Tu es breaké tôt au 3e set. Tôt. Pareil, j'ai regardé le highlight, tu es breaké tôt. Et en fait, à 4-3, tu vas le breaker 2 fois d'affilée. Roger mène 4-3, ça suite, tu débreaks, tu gagnes ton service, tu rebreaks. Est-ce que tu te souviens un peu de ces moments-là? Oui, il était en train de servir super bien. À Genève, il y a un peu d'altitude, donc le service est très important. Et je n'arrivais pas à avoir les possibilités, surtout sur le deuxième, pour l'agresser un peu. Et à 4-2, il fait 2 ou 3 deuxièmes. Et là, je me suis dit, vas-y Pablo, parce que c'est ta dernière chance. Donc vas-y et tu vas. Et j'ai réussi à bien retourner ces 2 deuxièmes. Et quand j'étais 5-4, pour moi, c'est la même chose. Il a pas servi avec des premières, donc j'ai toujours réussi à l'agresser. Et c'est comme ça. C'est incroyable parce qu'en fait, ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une petite opportunité et tu as réussi à la prendre. Ouais. C'est ça en fait qui est formidable. C'est comme un match de foot. Si moi je suis del Levante, non? Donc par exemple, si le Levante joue contre le Barça ou contre le Real Madrid, je sais que si on a la chance de faire le but et on ne le fait pas, on perd 3-0. Mais ça, c'est la même chose. C'est la même comparaison. Quand tu joues un mec top, si tu as la chance et tu ne la prends pas, tu perds les matchs. Et d'ailleurs, quand tu gagnes ce match, c'est quelque chose qui est très touchant, très émotionnel quand on te voit. On dirait presque que tu t'excuses de l'avoir battu. Tu es là, tu fais... Et Roger te fait, non, t'inquiète, on dirait, il te fait, t'inquiète, c'est normal. Écoute, une Roger émotion. venait d'une blessure, donc je lui dis que c'était top de le voir dans le monde du tennis et de pouvoir... que j'étais désolé, parce que vraiment... Et pour moi, il a toujours été un idole pour tous. On arrive à la fin là, de notre échange. Il y a aussi un autre match moi, qui m'a marqué chez toi, que j'avais vu. Celui-là, je l'avais vu en direct. C'est ta victoire contre Dominic Thiem à Roland-Garros. Parce que tu perds de 7-0 et parce que tu trouves les ressources mentales pour gagner en 5-7. Est-ce que c'est un match qui représente pour toi? Parce que je ne sais pas si tu as déjà gagné d'autres matchs où tu étais mené
de 7-0. Une remontada comme ça, c'est quand pense même pas. fort, surtout sur Dominic Thiem à Roland Garros, quand Dominic Thiem était très fort. Ouais, il avait fait finale l'année d'avant. Mm. Moi, enfin, pour moi, c'est une chose que je vais toujours avoir dans ma mémoire. Je pense que c'est un peu croire et dire, vas-y Pablo, tu peux. Dominique, il n'était pas avec la confiance qu'il avait l'année d'avant. Et moi, j'ai joué bien. Mais les 2 premières sets, j'arrivais pas à avoir. Il faisait un peu de vent, j'arrivais pas à prendre les sensations que je voulais. Mais je me suis dit, si tu continues, à un moment donné, ça va venir. Et ça, le 3e était serré, mais je le gagne. Et là, à partir du 3e, c'était moi qui jouais mieux que lui. Oui. Qui a commencé à mieux jouer, et lui, pire. Et moi, je me souviens très bien de ce match. J'avais l'impression, comme tu dis, que Dominique était là. Toi, tu étais un tout petit peu au-dessus tout le temps. Ouais. Et que tu avais un tout petit peu plus le contrôle Ouais. du point. Et que quand il y avait des petites occasions, hop, Ouais. tu les prenais. Ouais. Et ça a vraiment fait la différence. Oui, et je pense que ça fait la différence. Tu vois, il voyait qu'il n'arrivait pas à être dans son meilleur niveau. Et moi, je voyais que j'étais mieux que lui à ces jours. Et c'est ça, je pense, la chose qui a fait que moi, je croyais. J'ai cru, et à la fin, voilà, j'ai gagné. Non, c'était un très bon. En plus, bon, c'était dommage, c'était central Covid, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Oui, mais Mais c'était la centrale qu'on a déjà Oui, aujourd'hui. oui, Je pense que c'était la nouvelle centrale déjà. oui. Tu te souviens que Oui. ils ont Il y avait un peu de gens. Il y avait un peu de gens. Non, je il sais. y avait déjà c'était Là, c'était un peu ouvert. Il y avait un peu de public. Non, il y avait un peu de public, mais aussi l'infrastructure. Oui, la nouvelle Et infrastructure. c'était la nouvelle Ouais. déjà. Donc c'était aussi super pour moi. Elle est superbe. Hein. Le Philippe Chatrier actuel, il est. Parce que Qu'est-ce qu'il est j'avais joué seulement une fois avant contre Songa en 2015. Et non, c'était extraordinaire déjà, mais je trouve que c'est encore mieux. Bah, tu parles des Français, justement. Je voulais finir sur les joueurs français, un peu ton opinion sur eux. Il y a un Français avec qui c'est très drôle, vos confrontations. C'est Gilles Simon. Parce que tu mènes 4-2 sur les confrontations avec Gilles. Ok. Et en fait, quand moi, en tant qu'ancien joueur et observateur, je vois comment tu joues, je vois comment il joue. Je me dis, si les deux ils se jouent, ça va durer 2h, 2h30 à chaque fois. Et pas du tout. Le dernier match, il est en 3-7. Sinon, c'est 6-1, 6-1, 6-2, 6-2, un coup pour l'un, un peu plus pour toi. Et j'avais envie. Et en fait, j'avais pas pris cette question. Je me suis dit, mais comment tu expliques qu'avec vos jeux à tous les deux, au final, toi qui es quand même plus agressif que lui, mais comment ça se fait qu'au final, vous ayez eu des scores aussi secs sur le mélange de vos styles? Je ne sais pas, mais ce que je te dis, c'est que quand je jouais Gilles, je me disais, ça va durer 2h30. Et c'est peut-être grâce à ça que tu vois. T'étais prêt à ça? J'étais prêt et à la fin, c'est vrai qu'avec Gilles, je savais qu'il était mieux que moi du fond de terrain parce qu'il mettait beaucoup de balles. Il contre-attaquait super bien. Je me suis dit, il faut être agressif. Ouais. Si tu vois l'option, tu vas parce que Ouais. sinon, tu vas perdre. Tu vas y passer Donc 2 heures. peut-être que c'est pour ça, non? La manière Ouais. où je me suis dit, il faut être agressif parce que Ouais. sinon. Tu t'es programmé à être vraiment dans le terrain et y aller. C'était très dur à jouer. Ah bah moi je l'ai joué. Physiquement. Moi, je l'ai joué une fois, j'ai compris. Hein. Ce que je te disais l'autre jour, c'est sa seconde balle, il a une petite seconde balle et j'avais l'impression que je pouvais frapper fort, mais en fait, il te comprend tellement bien. J'avais l'impression qu'il m'anticipait à chaque fois. Il savait déjà où tu allais. Ouais. Non. Il joue 10 minutes avec toi. Incroyable. J'ai l'impression que j'ai passé un IRM, un scanner, Non, et il sait tout de toi. et en un fait. contrôle de balle incroyable, Ouais. très intelligent. Comme tu as dit pendant les matchs. Ouais. Et sur les Français, tu m'as parlé que, si j'ai bien compris, si je fais pas d'effort, que le plus impressionnant pour toi, c'était Gaël. Tu m'avais parlé beaucoup de Gaël l'autre soir. Qu'est-ce qui fait que pour toi, Gaël était aussi impressionnant? Là, il va faire sa dernière année. Pourquoi Gaël pour toi? Qu'est-ce qui était spécial avec lui? À mon avis, Gaël, il a un aura incroyable. Il a un aura exceptionnel.
Je le connais depuis très longtemps parce que c'est le même âge que moi et je pense que Gaël, il a quelque chose de différent. C'est un joueur, j'ai vécu comme spectateur ce qui se passe à Roland avec Gaël et je ne l'ai jamais vu avec personne, même avec Rafa ou même avec les autres Français. Donc, ça, c'est l'aura, comme je te disais, et aussi la manière qu'il a de jouer. Parfois, il joue derrière, il fait des choses incroyables, des comebacks impressionnants. Donc, Comme cette année avec Delian encore, ouais, 2-7-0, il gagne. Et les points impossibles, et il gagne, tu vois, ça, c'est aussi très important. Jérôme Potier, mon ancien entraîneur à la fédération, m'avait dit que pour lui, Gaël avait le même physique que Rafa, à peu de choses près, dans l'endurance, etc., mais il n'avait pas la frappe de Rafa. Il manquait ça. Mais lui, il disait que physiquement, c'était aussi impressionnant. Non, impressionnant. Pour toi, c'était la même expérience? Ouais, physiquement. Je l'ai joué plusieurs fois et j'ai jamais battu parce que je trouve que c'est un super joueur. C'est vrai qu'il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais pour moi, une carrière, chapeau, c'est une carrière exceptionnelle. Et surtout, comme je te disais l'autre jour, c'est quand il joue à Roland, c'est une autre histoire. C'est pas de tennis, c'est Gaël à Roland. C'est pas la Coupe Davis, non, c'est lui à Roland. Il y a quelque chose, c'est une histoire incroyable. Mais merci Pablo, franchement merci pour ton temps, C'était- c'était super, vraiment. J'espère que vous avez apprécié ça. Ben, vous pourrez retrouver ce podcast évidemment sur YouTube, il sera aussi en audio sur toutes les plateformes de streaming. Et je vous remercie, le prochain podcast, ça sera avec Marcos Bagdatis. On se retrouve à très bientôt, merci tout le monde, merci Pablo.